Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. À peine élu 47e président des États-Unis, Donald Trump a immédiatement pointé du doigt les importations en provenance d'Europe et particulièrement pour l'automobile. Nous serons avec François Roudier, secrétaire général de l'OICA, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, et Sylvain Resser, journaliste automobile au Figaro, pour parler des conséquences de ces menaces. Et puis le Grand Musée de l'Automobile de Mulhouse prépare un sommet international sur le futur de la voiture. L'événement est prévu pour les 13 et 14 novembre prochains. Olivier Mouliarac sera avec nous, directeur du Musée national de l'automobile de Mulhouse. Et enfin, le Grand Prix ACF Autotech en partenariat avec Sud Radio a dévoilé les noms des 12 finalistes. Nous aurons aujourd'hui Rachel Azoulay, Head of Application Engineering, désolé, j'ai pas préparé l'accent, de la start-up TechMed qui sera avec nous. Et ils arrivent à réduire le poids des voitures, mais pas seulement, également des avions. C'est absolument prodigieux. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite, notre coup de gueule du jour. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine et votre coup de gueule, c'est sur la sécurité routière. Oui, la sécurité routière. Alors pour mettre un peu de contexte, je suis motard, automobiliste, cycliste, et j'ai des enfants qui font de la trottinette. Ah oui. Donc les vraies voix qui font rouler la France, c'est toutes les mobilités, c'est votre émission. C'est ça. Peut-être, oui. Mais alors c'est la jungle, Et quand je vois qu'on dépense 1,5% du budget des infrastructures pour la sécurité routière, je me demande où ça va, parce que plus je circule en France, parce que je suis amené à me déplacer en région aussi, plus ça va, moins je trouve de sécurité. Les routes sont dans des états pitoyables. Si vous passez dans le bois de Boulogne et vous voyez les routes, à chaque fois on est avec des nids de poules de partout. C'est même pas des poules, c'est des cigognes ou des autruches. Pour les motos, c'est terrible. Oui. Vous avez perdu une route vélo. Ah oui, effectivement. Elle était enfoncée, j'avais plus rien à faire, j'ai fini à pied. Non, mais c'est la catastrophe, ces endroits. Les pistes cyclables qui sont jamais nettoyées, qui sont pleines de verre ou pleines de gravier ou de terre, c'est pas praticable. Vous avez les routes qui sont dans des étoiles pitoyables, et puis des installations qui sont vraiment pas adaptées à la sécurité. C'est-à-dire que quand vous multipliez les réseaux, quand vous avez un réseau de bus, un réseau de vélos, un réseau d'automobiles, et avec ça les piétons qui doivent traverser les routes, on s'en sort plus. Il y a trop de signalisation, il y a trop de réseaux dans les réseaux. Oui, en fait, je crois qu'on ne connaît plus non plus le problème de la gestion de la route. Le code de la route, avec maintenant les nouveaux usages, les vélos, avec qui a le droit, qui prend le dessus sur qui, à quel moment. Je me posais la question l'autre jour, j'étais accompagnée en voiture, on me disait mais le cycliste vient de passer au feu rouge. Mais je croyais qu'il pouvait, enfin je ne sais plus s'ils peuvent ou ils peuvent pas. Enfin voilà, c'est. Il y a des petits panneaux qui vous donnent des possibilités de passer, mais ils sont très discrets et il y a peu de gens qui les connaissent. Et une chose incroyable, hier soir j'avais un dîner avec un ami. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non mais il avait plu, et je peux vous dire que le périphérique et même les voies sur berge, il y a des endroits où l'eau n'est même pas évacuée tant les chaussées sont mal entretenues, et ça c'est un vrai danger quand même. Mal entretenu ou mal géré surtout. Ou mal géré, oui. Vous êtes d'accord Quentin ? Oui, voire pas entretenu du tout. On a le cas dans le Nord, à Calais, où à titre professionnel, nous avons des activités. La dernière fois, on était bloqué par les agriculteurs qui avaient pris l'initiative de curer les fossés. Ah oui. Parce que la préfecture ne le fait pas. Parce que quand on cure un fossé, tout ce qui sort du fossé, on est obligé de l'envoyer en zone de traitement. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Ah, du coup, il laisse les choses faire elles-mêmes. La nature reprendre ses droits. Voilà, c'est ça. Merci mille fois, Quentin, d'avoir été avec nous. Dans un instant, vous restez là, on est ensemble jusqu'à 20h. Est-ce que Donald Trump va tuer la voiture électrique et les constructeurs européens? C'est la grande question qu'on leur se pose. On y répondra avec 2 experts. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Les vraies voix, en tout cas les voix qui font rouler la France, effectivement les vraies voix avec nos invités aujourd'hui, avec cette question: est-ce que Donald Trump va tuer la voiture électrique et les constructeurs européens? Pour en parler, deux experts, François Roudier d'un côté, secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et quelqu'un que vous connaissez bien ici, Sylvien Resser, qui est avec nous, journaliste automobile au Figaro. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. D'abord, comment vous avez accueilli chacun et l'autre ce qu'a dit Donald Trump? Est-ce qu'on ne s'y attendait pas un petit peu, Sylvien Resser, aujourd'hui? On n'a pas vraiment été étonné, puisque Trump avait quand même annoncé la couleur pendant sa campagne en disant qu'il allait rendre la grandeur à l'Amérique. Donc finalement, il est assez droit dans ses bottes, il est dans la droite ligne de ce qu'il avait annoncé. Ce qui m'étonne un peu plus, c'est que finalement, dans son équipe gouvernementale, il a Elon Musk. Et il a l'air de vouloir qui est fabricant d'automobiles, qui est quand même fabricant de voitures électriques, et il a l'air quand même de vouloir faire la peau la voiture électrique. François Roudier, vous y attendez, vous, en tant que président? Il y a une heure, j'avais mon adhérent américain, donc oui. à fond là-dedans. Donc je vous donne des infos très fraîches sur Sud Radio. Écoutez, oui. On s'en doutait, parce que c'est dans le programme républicain. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que Trump ne veut pas financer la voiture électrique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cet esprit libertarien, c'est-à-dire que la voiture électrique, si elle veut se développe toute seule. Ce qui convient très bien à Elon Musk. Pour l'instant, il a quand même fait le plein de pas mal de clients aux États-Unis. Au-delà de ça, vous aviez quand même de très fortes inquiétudes sur le marché de la voiture électrique, et les constructeurs américains s'inquiétaient. Il y a plusieurs programmes de voitures électriques qui ont été arrêtés avant l'élection de Donald Trump. Mais alors, pour revenir sur la voiture électrique, on en parlait, il a décidé d'arrêter les aides sur les voitures électriques aux États-Unis. Est-ce que finalement, c'est pas un réflexe, je vais dire, logique pour quelqu'un qui est économiquement libéral, puisque se vendent les produits qui sont adaptés au marché et pas les autres? En fait, c'est exactement ce que vient de dire François. Il dit qu'il faut laisser faire le marché. Et quand vous regardez en Europe, finalement, les pays européens sont dans la même position, puisque tout le monde arrête les aides. Mais là, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, mais finalement, peut-être que Trump a décidé que l'argent devait être mieux utilisé, ou utilisé pour d'autres causes. En Europe, vous avez l'Allemagne qui a arrêté. En France, il n'y en a plus. En Espagne, il n'y en a plus. Il y a plein de pays où il n'y a plus d'aide à la voiture électrique. Mais est-ce que des constructeurs européens aujourd'hui ont envie aussi d'entendre qu'on peut repousser un peu la voiture électrique aujourd'hui, Sylvain Resser? C'est-à-dire après 2035? Après 2035, oui. C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué à gérer. C'est tout l'enjeu des discussions qu'il y a actuellement entre les constructeurs, l'organisation des constructeurs européens et Bruxelles. Et d'ailleurs, vous avez cité le musée de Mulhouse, où il y a qu'on va recevoir tout à l'heure. Il y a à la fin de l'année une grande réunion sur la voiture électrique. Et moi, je dis, il faut pas attendre même la fin de l'année. C'est maintenant qu'il faut la faire, cette réunion. À la fin de l'année, il sera trop tard, parce que il y a les normes café. Avec une baisse, ça court en fait, ça court toujours. Une baisse des émissions de CO2 demandées aux constructeurs, et c'est maintenant, il ne faut pas attendre. Alors, François Roudier, vous étiez en ligne avec votre correspondant américain il y a quelques minutes. En 2023, l'excédent commercial automobile dans les échanges UE-USA était de 30,8... on n'a pas les chiffres de 2024 évidemment, était de 30,8 milliards d'euros en faveur de l'Europe, donc à autant de déficit pour les USA. Comment est-ce que expliquer ce déficit abyssal? Est-ce que le principal problème, c'est pas que les véhicules américains sont pas adaptés au marché européen? Alors oui, déjà vous avez des véhicules américains qui sont majoritairement des pick-up. Alors on en voit quelques-uns en France, il y a pas mal de Ford, Raptor, et puis vous avez beaucoup de SUV absolument gigantesques, les Cadillac Avalanche, ça fait passer un Duster pour une Fiat 500. Donc c'est pas notre monde. Voire même pour une Smart. C'est pas notre monde. Vous voyez. Voilà, donc ça c'est vrai que ce sont des véhicules qui sont faits pour le marché américain, pour d'autres marchés aussi. Et puis vous avez l'effet inverse, c'est que vous avez des voitures européennes qui plaisent beaucoup aux États-Unis. Nos amis allemands exportent beaucoup de véhicules, même s'ils en fabriquent beaucoup aux États-Unis.
Et je crois que derrière les idées de Trump, il y a l'idée de dire, écoutez, les Allemands, si vous voulez vendre, continuez à agrandir vos usines aux États-Unis, faites travailler des Américains avec des ouvriers américains et des fournisseurs américains. Mais est-ce que Trump ne préfère pas avoir une relation bilatérale que multilatérale? C'est peut-être son problème aujourd'hui avec l'Europe, où les avis sont quand même pas unanimes. C'est compliqué à gérer. Ah oui, mais c'est plus la désunion européenne que l'Union européenne, pour synthétiser avec un mauvais calembour, ma chère Cécile. Pas mal. Mais oui, mais si vous voulez, ce qu'il y a de très très ennuyeux actuellement dans tous ces débats sur la voiture électrique et l'électrification, parce qu'en fait l'électrification c'est un but. Toutes nos voitures deviennent de plus en plus électrifiées, et d'ici quelques années on aura vraiment des voitures qui seront peut-être encore un peu thermiques mais très électrifiées. Le problème c'est que la Chine, les États-Unis, l'Inde et d'autres, même le Japon, voient l'électrification dans une sorte de vision d'indépendance nationale, c'est-à-dire se dégager du pétrole. Pour les Chinois, c'est être les meilleurs en batterie. Et l'Europe n'ayant pas du tout cette vision d'indépendance nationale, l'Europe n'est pas une nation, c'est un ensemble de nations, on est assez faussé. Donc l'Europe vise du CO2 zéro à la sortie du pot d'échappement, donc plus de véhicules thermiques, mais les autres n'ont pas du tout cette vision-là, donc ils sont plus souples. Et lorsque vous regardez ce que font les Indiens, j'y étais la semaine dernière et c'est ahurissant de voir ce qu'ils font. Ils font exactement comme les Coréens, ils font des voitures toutes électriques, des hybrides, des voitures à l'éthanol. Ils essayent tout parce que comme ça ils savent que de toute façon on sera sur tous les créneaux, on sera prêt pour ce qui part. Nous on est en train un petit peu de se corneriser et ça c'est très dommageable pour le consommateur européen. Sylvain Rasser. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit François. On est en train de se mettre dans un entonnoir finalement, et on risque de le payer assez cher. Quand on voit la Chine, c'est vrai qu'ils ils produisent beaucoup de voitures électriques, mais ils continuent à fabriquer des voitures hybrides rechargeables, et donc où il y a un moteur thermique. Et ils n'ont pas du tout fermé la porte à ces énergies-là. C'est quoi le marché aujourd'hui des constructeurs européens aux États-Unis? C'est essentiellement les Allemands. Oui, c'est essentiellement les Allemands. Il n'y a que les Allemands. Et les Suédois, Volvo, mais même si Volvo est plus suédois. Oui, François Roudier. C'est chinois. Oui, c'est chinois, enfin. Et puis beaucoup de voitures qui sont déjà fabriquées aux États-Unis. Donc c'est un marché allemand qui existe en fait depuis les années Golden Boy des années 80, où les Allemands ont réussi à séduire le luxe américain. Ils ont coulé Cadillac, ils ont coulé Buick, et c'est depuis ce temps-là qu'il y a une certaine animosité, je dirais, de Donald Trump vis-à-vis des gens qui roulent en voiture allemande. Mais Stellantis, ça va un peu de marché quand même là-bas. Parce qu'ils sont propriétaires de Chrysler et Dodge. Voilà, énormément. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'il y a un problème pour l'industrie européenne, il n'est pas forcément pour les grands constructeurs et les grands équipementiers. Les grands constructeurs, les grandes entreprises, elles votent avec les pieds. Si on vous empêche de fabriquer ou si on vous charge trop dans un pays, vous allez produire ailleurs. Donc je ne me fais pas de soucis pour tous les Allemands et Stellantis, en plus qui est américano, italien, français, pour se débrouiller. Le problème, et on le voit dans nos campagnes, vous savez, moi je le vois à Montluçon, dans l'Allier, où vous avez des petites entreprises de 150 personnes qui sont détruites du jour au lendemain, avec tout ce que ça représente derrière. Un emploi dans l'automobile, donc d'un constructeur ou un équipementier automobile, c'est 5 emplois derrière, jusqu'à la friterie Momo qui va fermer. Donc vous voyez, c'est quelque part quelque chose qui est déstabilisant politiquement à outrance en Europe. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Mais il y a une question qui se pose, Sylvain Resser. Les Allemands, comme on le disait il y a quelques instants, produisent beaucoup aux USA. BMW a exporté en 2023 pour 10,1 milliards de dollars d'automobiles depuis la Caroline du Sud. Le deuxième exportateur, c'est Mercedes. Est-ce que les Allemands ne sont pas juges et partis dans cette guerre commerciale sur l'automobile avec les Américains? Si, quelque part, mais de toute façon, les Allemands n'ont pas tellement le choix. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas du tout envie de sortir des États-Unis, ils ne sortiront pas.
Mais Et surtout, ils n'ont pas envie que l'Europe taxe en riposte des voitures américaines, parce que les voitures, les SUV allemands qui viennent sont faits aux USA seraient taxés lourdement pour entrer en Europe. Non, mais ça me paraît peu probable. Après, effectivement, peut-être que Trump, dans ses discours, c'est peut-être que les constructeurs allemands, on va dire, augmentent les capacités de production aux États-Unis. François Roudier ? Oui, tout à fait. Hein. Je pense que d'ailleurs, derrière tout ça, il faut bien comprendre que Trump est un homme de deal. Et même quand il attaque les constructeurs chinois, j'attends de voir, on en reparlera. Tiens, je vous fais le pari, je vous parie un café. Je suis auvergnat. Là, un café, on peut pas dire que vous prenez un gros risque. Hein, je vous parie un café, c'est vous qui le faites. Sans sucre, Philippe. Ah bah alors ça va. Je vous parie que si un Chinois décide de venir produire aux États-Unis avec des équipements américains, des employés américains, dans le sud des États-Unis, là où il n'y a pas de syndicats, vous verrez que ça fonctionnera. Ah oui, c'est fou. Alors, les droits de douane, sauf erreur de ma part, sur les véhicules américains qui rentrent en Europe, sont à 10% pour les voitures, 22% pour les pick-up. Mais a priori, les droits de douane pour les véhicules européens qui rentrent aux États-Unis, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, ne sont qu'à 2,5%. Est-ce que c'est pas un peu, si c'est bien le cas, la réponse du berger à la bergère ? Oui, mais vous savez, les pick-up et les voitures américaines qui arrivent en France, elles sont vraiment infimes. Hein, vous avez quelques... Sauf les Mercedes et les BM, où là, il y en a beaucoup. Alors, sauf les Mercedes ou les BM, mais vous avez effectivement des productions allemandes qui sont faites uniquement aux États-Unis, hein, et qui roulent en Europe. Donc on a cet effet-là, mais ça effectivement, on est plutôt dans un monde où il y a 10%, hein, et ces 10%, ils sont augmentés terriblement. Pour les Chinois, ça a été 100% aux États-Unis. Oui. Par l'administration Biden, hein, n'oubliez pas que les plus dures mesures contre les Chinois, c'est pas Trump qui les a fait, c'est l'administration Biden. Et après, sur l'Europe, oui, on commence à serrer un petit peu les boulons sur les véhicules qui arrivent. Non, moi, ce qui m'interroge plus dans les décisions et le discours de Trump, c'est sa position par rapport à Elon Musk, qui finalement est un gros faiseur de voitures électriques. Et je suis même étonné qu'Elon Musk n'ait rien dit, qu'il n'ait pas réagi, parce que finalement... c'est son créneau à fond. C'est son créneau. Ouais. Il a fait de Tesla un géant de la voiture électrique. Oui. Donc, présent partout dans le monde. Si Trump dit, moi, je suis moins favorable à la voiture électrique, quelque part... ça pose un problème pour Elon Musk. Oui, absolument. Mais il a menacé les voitures européennes de 25% de droits de douane. On est loin des 100% de l'administration Biden pour les Chinois. Est-ce que c'est rédhibitoire pour exporter des voitures européennes aux États-Unis? Alors, je rappelle qu'en 2023, 56 milliards d'euros de voitures made in Europe ont été exportées vers les USA, que c'est 20% des exportations européennes de voitures, François Roudier. Oui, alors effectivement, vous savez, à 25%, ça veut dire qu'ils commencent à négocier. À 100%, on ne commence pas à négocier. C'est comme vous avec le café, on commence à négocier. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est ce que je crois. Alors, ce qu'on voit pas tellement et qui ressort pas tellement dans les médias en Europe, c'est ce qui se passe au Mexique, où là c'est beaucoup plus embêtant. C'est que vous avez beaucoup de voitures européennes et d'équipementiers européens qui produisent au Mexique et qui là risquent d'avoir un terrible problème et qui vont être obligés de délocaliser leur production du Mexique vers l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande. Et sur les voitures, idem. Hein, vous avez même des Stellantis qui sont faites là-bas, des voitures... des Volkswagen. Oui, Volkswagen, Audi. Volkswagen. Donc tout ça est un vrai problème. En fait, on assiste à une reconfiguration complète du marché mondial de l'automobile. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur Tesla, de dire, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un retour de bâton pour Tesla aussi? Est-ce que en Europe et en France, ça veut dire que ça peut reculer en réprimande ou en tout cas en réaction de ce que Donald Trump est en train de mettre en place? Mais en fait, moi, ça n'engage que moi, mais je me demande si Elon Musk, finalement, n'aurait pas dans l'idée de racheter un constructeur, on va dire, traditionnel, pour élargir sa gamme, pour ne plus avoir que des voitures électriques. Je me pose la question. Lequel, par exemple? J'ai pas de nom en tête, mais... Vous n'avez pas fait d'OPA? Quand on regarde sur l'échiquier, il y a quand même des constructeurs qui vont moins bien que d'autres, et ils pourraient très bien, vu la capille boursière
de Tesla et du groupe d'Elon Musk, qui pourrait très bien faire une OPA sur un constructeur ou un groupe automobile. François Roudier, on peut imaginer ça? Ouais, Elon Musk, vous savez, moi je le vois comme un génie. Le type est un génie. Alors un génie, ça a des bons côtés. Et qui a ça beaucoup de sous, surtout. Oui. Voilà, beaucoup de sous. Et je serais même plus critique que Sylvain, c'est que je me demande s'il s'intéresse encore à la voiture. Pour l'instant, il a très peu de modèles. Il arrange ses voitures qui commencent à un petit peu se ringardiser par rapport à ce que sortent les Chinois, les constructeurs chinois. Oui. Mais regardez bien, Trump attaque la Chine. Il n'y a pas d'excellentes relations avec le pouvoir chinois. Le pouvoir chinois s'entend très très bien avec Tesla, parce que derrière Tesla, il y a quoi? Il y a le programme spatial américain, alors ça, il aime ça, hein, les fusées. Et vous avez aussi tout ce qui est robots, les robots humanoïdes, qui sont vraiment la nouvelle frontière. Et moi, je me demande si Elon Musk, au bout d'un moment, comme il a fait d'autres sociétés, il laissera Tesla un de ses sbires, mais ça n'intéressera plus vraiment. Est-ce que vous pensez que les propos de Donald Trump, c'est un avertissement ou une menace qui va être mise à exécution? Non, mais quand on a vu ce qu'il a fait durant son premier mandat, finalement, il avait annoncé beaucoup de choses. Et il n'a pas fait tant de choses que ça. Donc, il avait quand même taxé l'acier européen à 25%. Oui, mais bon, là, c'est des mises en garde, mais c'est plutôt pour jauger un peu les autres pays. Je suis pas persuadé, finalement, qu'ils mettent les menaces à exécution. Ça veut dire, François Roudier, qu'il faut être un peu en attente plutôt qu'en réaction tout de suite? Il faut surtout se préparer à négocier. Et je crois qu'actuellement à Washington ça tourne beaucoup. Il n'y a pas de chômage chez les avocats d'affaires internationaux, je peux vous dire. Et ça va tourner, mais c'est un métier pérenne. Voilà, c'est un métier d'avenir. Donald Trump, faut revoir ses émissions de télé. Il fonctionne comme dans ses émissions de télé, il n'a absolument pas changé. Donc, il balance quelque chose de très très haut, parce qu'il faut faire du buzz, et puis après ça, il revient, et à la fin de l'émission, vous voyez que l'apprenti qui était au-dessous de tout, qui était nullissime, finalement, c'est celui qu'on va choisir. Donc, vous partez avec ce système-là. Et puis derrière, vous avez quand même toute la technologie américaine qui est en marche, et regardez ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle, parce que c'est ça aussi la force des États-Unis. Autant les Chinois sont à 10 ans d'avance dans les batteries et dans la chimie, mais sur tout ce qui est IT, informatique et intelligence artificielle, les Américains sont très très loin devant. Et ça, c'est le futur de l'automobile. François Roudier, dernière question. Pour moi, le café, c'est court son sucre. Et pour vous, Cécile? Moi, je vais le payer, je crois, parce qu'on ne l'aura jamais sinon. Ce sera un café auvergnat, bien sûr. Nous ne citerons pas. C'est quoi un café auvergnat? Excusez-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la tasse. Non, mais c'est des cafés que vous buvez. C'est des cafés que vous buvez. Il n'y a même pas de tasse. Dans tous les bars qui sont contrôlés par les Auvergnats. C'est ça. Les Auvergnats à Paris, bien sûr, il y en a beaucoup et on les adore. Merci beaucoup, François Roudier, secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. Et merci beaucoup, Sylvain Resser, journaliste automobile au Figaro. Merci. Pour rester avec nous dans un instant, on fait une petite pause et on reviendra avec de nouvelles informations. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et la semaine dernière, nous recevions Claude Renard, Monsieur Borne du gouvernement, coordinateur du déploiement des bornes pour véhicules électriques au ministère de la Transition écologique. Un autre, en tout cas, qui est avec nous ce soir, c'est François de Rugy. Bonsoir François de Rugy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ministre de la Transition énergétique. Et la France, aujourd'hui, est plutôt bien placée. Il faut accélérer et encore densifier nos réseaux de bornes. Selon vous ? On a un bon réseau en France de bornes de recharge. On a d'ailleurs atteint les objectifs qu'on s'était fixés. À une époque, on avait dit 100 000 bornes, on en a donc beaucoup plus aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est avoir une couverture du territoire qui soit aussi, équilibrée que possible. On a en France une très bonne couverture aujourd'hui des grands axes, des autoroutes.
quiconque circule avec une voiture électrique sur une autoroute, c'est mon cas, donc je peux témoigner de ma propre expérience. Il y a des bornes de recharge dans toutes les stations d'autoroute et elles sont disponibles. Parce que beaucoup de gens craignaient qu'elles soient parfois bondées et qu'on fasse la queue, ce n'est pas du tout le cas. Dès qu'on sort des autoroutes, il peut y avoir des grandes disparités selon les territoires. Alors, ça peut être vrai dans les territoires ruraux, les petites communes, mais ça peut être vrai dans des grandes villes aussi. Je pense à Nantes, ma ville de cœur, que je connais bien, où malheureusement aujourd'hui il n'y a aucune borne de recharge sur la voie publique. Ça devrait bientôt être installé, être aménagé. Et ça, c'est très important pour que les utilisateurs de voitures électriques n'aient pas besoin de se poser la question et n'aient pas besoin de faire des détours, bien sûr, pour se stationner à proximité, soit de leur lieu d'habitation, soit de leur lieu de travail, soit de leur destination, et recharger quand ils en ont l'occasion. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est avec les bornes, c'est outre le fait de se recharger, il y a aussi des recharges de quelques kilomètres quand on est en centre-ville. Et il y a aussi ce qu'on appelle les recharges ultra connectées qui vous permettent aujourd'hui d'apporter du service aussi aux usagers. Oui, il y a certaines bornes de recharge qui, en fait, l'utilisateur ne le voit pas forcément, mais ont d'autres fonctions. C'est le cas de bornes développées, par exemple, par Station E, où il y a la possibilité, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, en fait, d'améliorer aussi la couverture mobile du territoire, c'est-à-dire améliorer l'utilisation des téléphones mobiles, notamment avec la 5G, partout sur le territoire. Et ça, c'est vraiment une combinaison gagnante, d'autant plus gagnante que nos voitures sont connectées aujourd'hui, que des gens utilisent aussi leur téléphone mobile pour travailler et parfois quand on se recharge, on en profite pour travailler un peu et tout ça est gagnant-gagnant. C'est vrai aussi dans les zones touristiques. Il y a des zones touristiques, évidemment, où il y a beaucoup d'augmentation de population, soit en été, notamment au bord de la mer, en montagne en hiver. Et là, si on a une couverture mobile qui est correcte tout au long de l'année, mais dans la période d'augmentation de population, c'est insuffisant. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire d'une pierre deux coups, puisque évidemment, dans les zones touristiques, c'est utile aussi d'avoir des bornes de recharge. Question plus personnelle, François de Rugy, vous avez une voiture électrique, vous diriez que c'est simple de se recharger, de payer sur les bornes en France ? Alors, l'expérience que j'ai depuis un peu plus d'un an maintenant, oui, c'est assez simple, grâce à des cartes qui sont multibornes, c'est-à-dire qui peuvent être utilisées sur l'ensemble des bornes de recharge et qui ne sont pas spécifiques. C'est vrai que s'il fallait une carte spéciale pour chaque réseau de bornes, là, on ne s'en sortirait pas. Heureusement, à quelques exceptions près, ce n'est pas le cas. Ce qui est évidemment important aussi, c'est qu'on puisse payer avec une carte bleue, donc sans avoir une carte au préalable. Et là, il y a des possibilités. Et demain, mais dans un futur très proche, c'est déjà le cas avec certaines bornes, en fait, la voiture va être reconnue en arrivant à la borne et on va pouvoir se connecter et être facturé, bien sûr, parce que ce n'est jamais gratuit, ensuite avec un compte en banque relié à sa voiture. Merci beaucoup François de Rugy, merci beaucoup ancien ministre de la Transition. Bonne route. Merci et beaucoup. Et à bientôt dans les vraies voies. Absolument. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et The Car Summit qui est le 13 et le 14 novembre prochain au Musée national de l'automobile de Mulhouse. À cette occasion, Olivier Mulliara, qui est avec nous, un directeur du Musée national de l'automobile de Mulhouse. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors on en a parlé il y a quelques instants, c'est visiblement un événement extrêmement attendu puisque ce sera au Parc des Expos de Mulhouse où finalement ça va être l'occasion d'ouvrir le dialogue avec des acteurs de l'automobile.
Effectivement, vous l'avez évoqué, François Rodier exprimait juste il y a quelques minutes la nécessité de se préparer à ce qui va se passer aux États-Unis et plus généralement sur l'ensemble de la planète. Il y a vraiment un sujet de coalition, et nous, ce qu'on souhaite proposer, on a été très surpris avec Bruno Fuchs qui était à l'initiative de cette manifestation. Il n'y a pas aujourd'hui de Davos de l'automobile ou de G7 de l'automobile. En fait, voilà, il n'y a pas, donc, à la différence de beaucoup d'industries, ça n'existe pas. Et nous, ce qu'on se propose de faire, c'est de permettre d'engager la conversation sur l'ensemble de toute la filière automobile. Ça va à la fois de ceux qui construisent les véhicules, mais ceux aussi qui construisent les infrastructures, ceux qui financent l'automobile et les assurent également. Voilà, donc c'est vraiment permettre donner les clés de compréhension et de permettre la conversation à l'ensemble de tous ces acteurs. Les grands thèmes, par contre, les grands thèmes aujourd'hui, j'imagine que c'est l'électrification aussi. Et voilà, évidemment, c'est la transition énergétique, et d'ailleurs chaque édition sera thématisée, et la première édition, c'est tout simplement 2035, point d'interrogation. On va être à 10 ans de cette nouvelle norme en Europe, la fin du moteur thermique, et évidemment, ça va être le sujet de toutes nos conversations. Alors, qui allez-vous rassembler? Je rappelle que ce seront les 13 et 14 novembre prochains. Tout à fait. Alors à la fois tous les constructeurs, et véritablement français mais aussi européens, parce que la réussite de ce sommet, elle passe par l'entraînement de l'ensemble des acteurs en Europe. Donc c'est les constructeurs, les assureurs, ceux qui financent toute l'économie de l'automobile, et ceux qui fabriquent les infrastructures. Il y a aussi le monde de l'entertainment qu'on veut adresser et engager, entraîner dans nos conversations. Parce le divertissement en français. Hein. Voilà, pardon, l'industrie du divertissement, parce que la voiture, et c'est la palissade de dire ça, a inspiré à la fois le monde de l'art et aussi le monde du cinéma. Donc c'est aussi entraîner cette industrie avec nous. Olivier Moulierac, aujourd'hui, à l'issue de ce sommet, j'imagine que vous allez récolter des informations. Ensuite, il faut que ça serve. Tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on va se proposer de faire un livre blanc, et puis cette conversation qu'on va adresser le 13 et le 14 novembre, on va la prolonger tout au long de l'année, parce que sinon ça sert à rien. L'industrie de l'automobile, elle évolue en permanence, les changements sont colossaux, les chiffres sont colossaux, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes. Donc le sujet, c'est effectivement de prolonger nos échanges tout au long de l'année. Alors, vous vous engagez pour une industrie automobile responsable, hein, c'est un des points du manifeste de The Car Summit. C'est quoi, de quelle manière vous engagez ? De quelle manière on s'engage? Déjà, c'est de réfléchir ensemble à cette transition énergétique. Il y a évidemment aussi un sujet tout simplement économique. L'industrie de l'automobile, et là encore, vous l'avez évoqué, les chiffres sont vertigineux. Donc le sujet, c'est de préserver cette industrie, de voir comment est-ce qu'elle va se renforcer et accompagner cette transition. Ce changement de paradigme, il est absolument colossal. Je ne crois pas qu'il y ait une industrie qui subisse autant de changements que l'industrie automobile. Donc les constructeurs s'y préparent. On voit le travail que fait Renault, que font Stellantis et les constructeurs européens. Mais voilà, il y a vraiment un sujet de coalition à mettre en place. Est-ce que vous avez déjà des noms qui sortent? Est-ce que tout le monde est plutôt ouvert à la conversation? Alors, pour l'instant, on est au tout début de cette aventure, même si on y travaille depuis 3-4 mois avec Bruno. Et alors, juste un petit rectificatif, moi je ne suis pas directeur du Musée national de l'automobile, je suis l'opérateur qui va produire The Car Summit, mais c'est Guillaume Gasser, le directeur du Musée national de l'automobile. Mais pour revenir à cette question, là alors je peux pas l'annoncer tout de suite parce qu'il y a des sujets de confidentialité. Bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il semble qu'il y ait une véritable attente à la création de ce type d'événement pour cette industrie qui n'en a pas aujourd'hui, à tel point ce nom The Car Summit, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement comment dirais-je, voilà, on était très surpris que le nom soit libre, donc ça prouve bien qu'il y a un besoin en fait. Olivier Moulierac, ce sera ouvert à tout le monde, y compris aux particuliers qui veulent aller voir et se renseigner? Tout à fait, c'est un point important que vous évoquez, c'est que c'est un événement qui sera destiné à la fois aux professionnels, mais aussi au grand public, parce qu'il y a des sujets qui intéressent le grand public. On a la volonté de faire venir des acteurs du sport automobile, des designers, peut-être même des cinéastes, et c'est évidemment des sujets qui peuvent intéresser le grand public. Donc il y aura vraiment un mix grand public et industriel. C'est l'occasion aussi de partager des innovations, des start-up, de montrer comment justement l'automobile se bouscule et se réinvente à chaque fois.
Tout à fait, puisqu'on va mettre en place, on va permettre à nos partenaires de showcaser leurs innovations. Alors, ça sera pas du tout, nous, on se positionne pas comme un concurrent du mondial de l'automobile. Oui, on va pas showcaser des véhicules, mais par contre, c'est vrai que tous les constructeurs sur des domaines très spécifiques ont des innovations à mettre en scène, et c'est bien ce qu'on va faire durant ces 2 jours. Merci beaucoup, Olivier Molière, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Rendez-vous en novembre. Absolument, absolument. Bien entendu, on sera ravis d'y aller. C'est le 13 et le 14 novembre. Et voilà, c'est au Musée national de l'automobile de Mulhouse. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec une start-up incroyable. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir. C'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec un joli partenariat, puisque nous sommes avec Sud Radio partenaire du Grand Prix ACF Autotech. Ça fait quelques éditions maintenant. Ah oui, bien sûr, c'est la 3e. Voilà, 3e édition, et nous avons la liste des 12 finalistes. Demi-finalistes. Demi-finalistes, pardon, bien entendu. Vous faites bien de me reprendre avec la start-up TETMET, pardon, et on accueille Rachel Azulet, qui est Head of Application Engineering. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors déjà, on a envie de comprendre et de savoir, puisque c'est la technologie et l'innovation, ça peut paraître très compliqué et très difficile à comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Quel est le métier, le cœur de métier de cette start-up? Bonsoir. TETMET, c'est donc une start-up française fondée en 2023 qui développe à la fois un outil de conception et de fabrication de treillis métalliques. Donc, qu'est-ce qu'un treillis métallique? Je pense que le plus simple, c'est quand même d'expliquer ça avec un exemple. Oui. Donc, il y en a un qui est très très connu ici en France, qui est la Tour Eiffel, oui. Donc qui est composé de plein d'assemblages de poutres. Et nous, ce qu'on fait à TETMET, c'est on a un petit peu miniaturisé, automatisé le concept, où on va venir fabriquer des treillis, donc des assemblages de petites poutres à l'aide d'un robot. Et donc, on va faire des pièces mécaniques qui pourraient notamment aller dans des automobiles. Alors, vous arrivez à réduire le poids des pièces de structure pour l'automobile de 67% par rapport à l'aluminium, alors que l'aluminium est connu pour sa légèreté. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Parce que ça, c'est quand même assez prodigieux. Alors nous, ce qu'on fait, c'est on a 2 volets. On a aussi un volet ingénierie. Donc on va venir réfléchir un petit peu au cas d'usage, comment les pièces sont utilisées. Et donc de manière, on va dire, intelligente, on va venir placer... Même très intelligente. Ouais, c'est gentil. On va venir placer ces petites poutres à l'endroit où il faut, où il y a des efforts, où il y a tout ce genre de contraintes mécaniques. Et donc, on est capable, effectivement, pour une pièce, on compare la pièce dans sa globalité. Donc, si la pièce était en aluminium, dans ce cas-là, pour ce projet en particulier, on compare avec nous notre procédé et notre matériau qui est l'acier, et on est capable d'avoir ce genre de gain de masse. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièces aujourd'hui, de pièces moteurs que vous pourriez remplacer? On n'est pas tout à fait sur le moteur, on sera plus sur des pièces structurelles. Donc, on parle plutôt du châssis ou ce genre de choses. Et on peut aussi arriver sur des concepts un petit peu plus novateurs qui pourraient être des hybrides, parce que comme on a beaucoup de vide, on peut faire passer des gaines. On pourrait également y mettre des batteries. D'accord. Et donc, on a ces nouveaux concepts de cell to body qui pourraient aussi... Cell to body, traduisez. Donc, ces batteries qui sont directement intégrées au châssis et qui sont, entre guillemets, structurelles. Et donc, comme on a beaucoup de vide, on pourrait faire ce genre de projet. Je rebondis parce que forcément je me dis produit plus léger, forcément j'ai envie de vous emmener sur la sécurité, ce qui est un point important. Tout à fait, c'est un point très très important. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur dans l'automobile. C'est aussi un enjeu majeur sur d'autres secteurs dans lesquels on travaille, comme par exemple l'aéronautique, l'aérospatiale. Bien évidemment, il y a des certifications et des phases obligatoires, et on est notamment accompagné pour ce genre de choses. Outre la partie châssis, structure, vous travaillez sur quelle autre pièce pour l'automobile ? On travaille sur des pièces qui vont, sans vouloir en dire trop, mais sur de la dissipation d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est également possible, parce qu'on est sur des designs qui vont permettre, par exemple, quand on a un crash, d'éviter que toute l'énergie aille sur les personnes et soit dissipée ailleurs, pour
qu'il y ait moins de d'impact, dégâts. en tout cas d'impact. Ça a été le principe des structures déformables de voitures Tout à fait. couplées aux airbags, etc. Exactement. Donc on est capable de réfléchir et de penser sur des concepts un petit peu nouveaux et grâce à cette technologie-là. Alors ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir d'où ça part, cette idée. Comment est née cette start-up, de quoi et de quel constat? Alors le constat, c'est assez simple. Donc, on est pas mal d'ingénieurs dans cette start-up et on a l'habitude de faire des calculs en mécanique pour savoir si justement une pièce tient ou pas. Et ces calculs, généralement, c'est plein de petits éléments qu'on met bout à bout. Et en fait, c'est en voyant tous ces petits éléments qu'on s'est dit, est-ce que ce serait pas possible de juste avoir ces barres et pas avoir quelque chose de plein? Et donc, c'est comme ça que le concept est un petit peu né. Et donc, ça a créé TETMET. Qui veut dire quoi, TETMET, d'ailleurs? Tétraédral métal. Donc en fait, c'est les tétraèdres qui sont dans ces simulations. Vous m'avez perdu. À 4 côtés, tétraèdres. C'est bien ça. Combien de temps il vous a fallu entre le moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à faire et le moment où vous produisez vraiment avec le produit ou en tout cas le système final? Les phases sont variées, donc il y a différents types, on va dire, de projets. Il y a des personnes qui viennent avec déjà un projet bien clair en tête, qui ont peut-être déjà fait un design. Dans ce cas-là, on le réadapte et on peut partir sur des preuves de concept. Donc on a dans notre laboratoire une machine qui est capable de faire des petites séries. Ou sinon, on s'assoit autour d'une table et c'est justement mon travail de m'asseoir autour d'une table avec des constructeurs automobiles et de réfléchir à des pièces qui auraient un sens, soit pour les redesigner, les reconcevoir, soit même partir sur des concepts complètement nouveaux qui pourraient être issus de la technologie de rupture et d'innovation. Vous avez été fondé en 2023, c'est bien ça. Oui. Vous êtes déjà demi-finaliste au Grand Prix ACF Autotech et vous travaillez avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, oui. Safran, petit fabricant de pièces aéronautiques, des réacteurs, des trains d'atterrissage, Airbus, Thales, Alenia, là c'est plus de la défense. Comment est-ce que vous gérez une telle croissance? Parce que c'est extraordinaire pour une entreprise aussi jeune. Vous avez des génies, dont vous, qui sont dedans. Je pense qu'on parle beaucoup, on parle dans le sens parlé, mais aussi l'idée, le concept et ce qu'on défend, ça parle aux ingénieurs. Parce que on comprend aujourd'hui l'intérêt de l'allègement, on comprend l'intérêt de créer ce genre de structure, d'avoir ce procédé de fabrication. Et donc, on a de la chance de tomber sur des gens qui comprennent et qui sont prêts. Qui sont très ouverts à ça. Qui sont très ouverts et qui sont prêts à nous accompagner sur ce genre de projet. Et pour ça, on les remercie beaucoup. Est-ce que c'est très normé? Est-ce que c'est très encadré? Est-ce que c'est difficile une fois que vous avez passé, parce que une fois que vous êtes allé voir les constructeurs, j'imagine que vous avez tout un pas de barrage à passer? C'est difficile dans le sens c'est challengeant. C'est clair. Parce que on fait quelque chose de complètement nouveau. Les codes, il faut les casser. On réinvente. On a un logiciel qui permet de designer parce que c'est pas donné à on va dire à l'ingénieur de savoir faire ce genre de structure et les logiciels sont pas forcément adaptés. Donc on a dû réadapter notre produit pour faire un logiciel pour que ce soit plus intuitif, qu'on puisse les mettre dans des assemblages. C'est tout un processus, on va dire un petit peu compliqué, novateur, mais au fur et à mesure qu'on a des projets, on essaye de faire au mieux et on s'adapte et on fait en sorte que notre technologie elle puisse continuer et qu'elle ait un avenir devant elle. Enfin, une ingénieure que je comprends, voilà, qui est suffisamment pédagogue pour nous expliquer. Merci mille fois, merci Rachel Azulet, d'avoir été avec nous, Head of Application Engineering, et la start-up s'appelle TETMET. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne chance. Et dans un instant, d'autres ingénieurs sur un autre plan. De ballon rond. Oui. Bonsoir Lionel Rousseau. Il s'agit aussi de mobilité. Bonsoir à tous les deux. Là, c'est sûr que la mobilité dans une équipe de foot, c'est important. Ça, Lionel, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie hier. Ah bon? Le meilleur match du monde. Ah, vous voulez parler de Paris Saint-Germain, Manchester City? Formidable. Nous y reviendrons évidemment. Est-ce le match référence pour le PSG? Le PSG a-t-il trouvé une équipe? Nous en parlons ce soir évidemment avec nos invités. Et nous reviendrons aussi sur cette polémique autour de l'Olympique de Marseille et l'arbitrage, puisque les Marseillais se plaignent. Sont-ils désavantagés par les arbitres? Est-ce que ce sont des cibles vivantes? Nous en parlons ce soir. Vaste programme. Ça donne envie. Allez, à tout de suite. On vous retrouve demain à 17h avec Philippe et toute l'équipe. Merci beaucoup Maxime, merci Aude et merci Félix et merci Nelly. À demain, passez une belle soirée, Salut.